Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous sommes à Auteur Contest, un événement organisé par Arnaud d'Evreux de l'association. Vas-y Arnaud, dis-moi ton association déjà. Les Rôlistes Rouennais. Les Rôlistes Rouennais, voilà. Et donc, puisque cette on appelle ça une convention, Arnaud, tu es d'accord pour tout? C'est, on va dire, un modèle de convention, voilà. Tout ce qu'il y a de plus classique, et mais avec un concours d'écriture et d'art du conte. Exactement. Donc on va juger des scénarios. Et là, aujourd'hui, nous sommes avec le jury. Patrick est avec nous, Patrick Gray. Oui, de la librairie Police à Rouen. Vous représentez un peu le côté extérieur au jeu de rôle. Voilà, je suis un peu la caution littéraire du concours. On sait bien sûr que les rôlistes ont un QI assez peu élevé, donc j'essaie un peu de relever le niveau. Exactement. Merci pour ce compliment. Nicolas, vice-président de l'association des rôlistes rouennais, est avec nous également. Donc toi, tu épaules Arnaud dans la conquête de cette nouvelle convention, de ce nouvel événement. Tout à fait. En tant que président du vice de l'association des rôlistes rouennais. Classique, hein, bon. Quentin, un joueur qui nous vient de Paris et donc qui reprend davantage le côté joueur, le consommateur du scénario finalement. Exactement, Quentin. Uniquement le consommateur, puisque je n'ai même jamais masterisé de partie et encore moins écrit de scénario. Donc, tu t'es spécialisé dans la carrière joueur. Exactement, joueur. T'as un gros niveau, le consommateur. Joueur, classe joueur. Quoi. Et puis Fabien Deneville qui reprend plein de trucs. Alors lui, le PDR, alors multiclassé. Il y a FFJDR évidemment, monsieur président, voilà. Donc il reprend aussi le côté éditorial professionnel avec Footbridge édition. Si on veut, oui. Ça se passe bien Footbridge chez la pêche? Ça avance. Ça avance. Bon bah c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a Arnaud qui me fait des signes? Non, rien. Il faut savoir qu'Arnaud adore quand Fabien et moi on est dans une même pièce. Moi j'adore vous réunir parce qu'effectivement je n'ai plus qu'à prendre le popcorn et à vous regarder jouter. On fait le choix. Voilà. Officiellement effectivement je suis ici à l'Auteur Contest sous ma casquette Fédération Française de Jeux de Rôle. On a travaillé un peu effectivement en amont avec les rôlistes rouennais qui sont donc membres de la fédération. Sur un peu la grille de notation et sur un peu l'idée de cette convention, parce qu'on aime bien un petit peu tout ce qui sort un peu de l'ordinaire et tout ce qui change un petit peu par rapport au modèle habituel des conventions. Donc c'est pour ça qu'on a participé à cette manifestation. Et justement, t'as raison de parler de ça et de lancer ça sur ce tapis autour de cette table, c'est parce qu'aujourd'hui, bien sûr, le thème du podcast va être justement comment juger un scénario. Et ça, c'est pas facile. Justement, il va falloir établir des critères, etc. Vous allez nous parler, Arnaud et Fabien, de la façon dont vous avez cherché à trouver des critères le plus objectifs possible, ce qui doit pas être évident. Arnaud, ça a dû être galère quand même. Ça a dû être galère, ça l'a été, je te le confirme, Romaric. Ouais. L'idée étant effectivement d'apprécier un scénario sans porter de jugement de valeur sur la thématique choisie, puisque potentiellement toute thématique peut être porteuse d'un scénario intéressant. Ouais. Donc, comme l'a dit Fabien, effectivement, nous avons travaillé en amont sur une grille de notation qui se décompose globalement en 3 grandes catégories. La première catégorie concerne l'appréciation littéraire du scénario sur différents indicateurs. Alors, je reprends mes petites fiches. On va peut-être justement pour suivre un plan. Bon, la cellule, on n'a jamais de plan. Nos éditeurs nous le reprochent toujours, mais justement, on va essayer de suivre le plan un petit peu que tu as établi en tant que grille de notation. Puis on va faire un petit tour à chaque fois pour voir ce que vous considérez à l'intérieur, ce qui pour vous a le plus d'importance dans la grille de notation à ce moment-là. Donc là, tu nous dis littérature d'abord. Alors, appréciation littéraire. Alors, donc, on a demandé effectivement à des auteurs professionnels et non professionnels qui ont eu la gentillesse de jouer le jeu justement de ce concours d'écriture, de produire un scénario spécifiquement pour cette convention, avec derrière si je puis dire, le défi de jouer ce scénario pendant la convention et d'accueillir sur leur table un membre du jury pour justement apprécier aussi cette partie art du conte. D'accord.
Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, elle, concerne, je dirais, plus l'appréciation des joueurs, une appréciation que l'on pourrait qualifier de moins technique et plus basée, je dirais, sur le côté amusement, ludique autour de la table. Voilà. Même s'il y a eu quelques débats un petit peu en amont sur lesquels justement il a fallu bien se mettre d'accord. C'est-à-dire que sur la question qu'est-ce qu'on attend d'un auteur de scénario et est-ce que l'auteur de scénario, est-ce qu'on attend de lui qu'il soit aussi le bon meneur de jeu? Est-ce qu'on attend aussi de lui qu'il soit le vivant autour de la table? Parce que c'est pas exactement le même pour moi, et ça a été ça qui a été important à mon avis au début de définir, c'est que le rôle du meneur n'est pas le même que le rôle de l'auteur, tout comme c'est pas le même que le rôle du concepteur de jeu. Il y a des gens qui vont être très bons dans tous ces domaines-là, mais il y a des gens qui vont aussi être plus bons dans l'un ou dans l'autre. Et du coup, il s'est vite posé la question, est-ce qu'on faisait une note globale ou pas? Et la réponse à ça a été non. Il y a pas de note globale. On a considéré que effectivement, il y a d'un côté l'écriture du scénario, de l'autre l'animation de ce scénario, et effectivement derrière ce qu'en pensent aussi les joueurs, parce que c'est important d'avoir ce ressenti-là. Mais c'est plus des items séparés, et c'est vers ça qu'on est allé, parce que c'est pas la même chose de juger l'écriture d'un scénario et son animation par le meneur. D'accord. Et tu considères que c'est deux casquettes différentes et donc ça relève de deux jugements différents. On peut pas mettre tout dans le même panier, quoi. C'est pas parce que on va pas être un bon meneur qu'on va pas être un bon auteur de scénario par ailleurs. C'est pas les mêmes compétences, c'est pas la même classe de personnages, même s'il y a des gens qui sont biclassés. Non mais c'est vrai, c'est pas la même classe de personnages, même s'il y a des gens qui vont être biclassés ou triclassés, concepteurs de jeu, etc. Mais ça ne requiert pas les mêmes, ça ne fait pas appel aux mêmes neurones, je dirais, ou à la même forme d'intelligence. Tu veux intervenir, Nicolas? C'était juste pour dire quoi? Vas-y, dis dans le micro. C'est plutôt les mêmes compétences, quoi. Mais bon, c'est juste ça. Oui, les compétences. Oui. Alors, par rapport alors on va prendre dans l'ordre, par rapport aux appréciations littéraires. Qu'est-ce que tu fais entrer là-dedans, Arnaud? Comment est-ce qu'on juge? Comment est-ce que tu as décidé dans ta grille de notation de juger le côté littéraire du scénar? Alors l'idée à la base, c'était de proposer des pistes d'indicateurs, parce que il serait, je pense, un petit peu prétentieux, voire même pédant, si j'ose m'exprimer ainsi, de définir ce qu'est une bonne appréciation littéraire. Effectivement, l'appréciation littéraire découle aussi du ressenti de chacun. Et par conséquent, dans cette catégorie d'items, on a dégagé d'autres catégories telles que l'appréciation de l'intrigue, donc qui a fait effectivement l'objet d'un premier item, avec des pistes comme par exemple la cohérence de l'intrigue, son réalisme, sa structure. Est-ce qu'on retrouve effectivement une situation de départ, un élément perturbateur, le dénouement? Est-ce qu'on retrouve, mais libre à chaque membre du jury d'intégrer aussi je dirais d'autres éléments dans l'appréciation de l'intrigue. L'idée n'était pas de faire un système figé, mais un système qui soit vivant et qui corresponde aussi bien à la réalité de la partie qui se déroule qu'également aux personnalités des différents jurés. Des jurés. Alors justement, on va faire un petit tour de table de jurés ici. On va commencer par toi, Patrick. Qu'est-ce que tu as jugé sous cette appellation, sous cette appréciation littéraire? Comment est-ce que qu'est-ce qui pour toi a le plus compté? Comment tu as hiérarchisé cette... Oui, alors précisons que je suis un néophyte complet, d'abord. Que je n'ai jamais joué à aucune partie, et que je n'ai jamais vu aucune partie se dérouler. Donc forcément que mon appréciation sur le plan littéraire allait être plus aisée que celle du jeu, par exemple. J'ai déjà été confronté à des scénarios de bande dessinée ou de films, ça allait être un peu plus facile. Malgré tout, j'ai quand même constamment essayé de me projeter dans ce que j'imaginais être une partie. Donc d'évaluer malgré tout aussi, par exemple, les rebondissements. D'accord. Leur qualité, en sachant aussi qu'un rebondissement, pour moi, n'était pas censé être purement mécanique, mais devait réserver une part de suspense et de surprise, par exemple. Donc toute catégorie se décompose en sous-catégories, arrivant en dernière analyse à une appréciation relativement subjective. D'accord. Voilà. Alors côté, t'as checké l'orthographe par exemple? Bien sûr, on l'a tous fait. C'est peut-être dans une autre catégorie, ça se décide. Ouais, Arnaud confirme. Donc d'accord, passons l'orthographe. Ouais. En préparation du podcast, pendant une conférence téléphonique qu'on a eue avec Arnaud précédemment, tu expliquais aussi que tu jugeais par rapport au côté cinématographique du scénario. C'est vrai que l'aspect notamment visuel m'intéressait beaucoup, même dans l'écriture simplement au départ du scénario. J'étais touché par 2 ou 3 scénarios
qui soulignaient l'aspect visuel, même fonctionnant parfois en rime, de manière très allusive, mais des rimes visuelles. Vous voyez, là, je parle aux auditeurs. Quand vous écrivez des scénarios, si vous voulez vous adresser à un public autre que le public rôliste, écoutez bien ce que Patrick vous dit. Parce que, justement, il a cet avis extérieur. Alors, ma relectrice, qui est exactement comme toi, Patrick, qui ne connaît pas le jeu de rôle, me dit exactement les mêmes choses. Qu'elle cherche à se projeter, qu'elle est attentive au côté visuel, etc. Donc, tes retours sont très, très précieux. Parce que souvent, pendant le jury, je tiens à préciser, pendant le jury, il avait tendance à dire oui, bah, moi, je connais pas trop, à avancer timidement. Mais non, justement, c'est ton retour, finalement, qui compte. Et je sais pas ce qu'en pense la Fédé, mais toi qui cherches, justement, Fabien, à faire en sorte que le jeu de rôle aille un petit peu au-delà, justement, du rôlisme en tant que tel, c'est très important d'avoir des retours extérieurs d'un libraire expérimenté. Tout à fait. Non, mais alors même dans les préparations de la réunion, enfin Arnaud me contredira, mais il me semble que j'avais plus ou moins suggéré de faire rentrer dans le jury quelqu'un qui n'y connaît rien, parce que c'est important d'avoir ce retour. Et effectivement, quelqu'un issu du milieu littéraire, culturel ou autre, sont des gens qui sont effectivement qui en général ne connaissent pas le jeu de rôle. Et c'est dommage parce que le jeu de rôle peut leur parler dans une certaine mesure, hein, si on y trouve la bonne forme, les bons mots, la bonne manière de faire. Et pour moi, c'était important d'avoir ce regard extérieur dans le jury. C'est compliqué parce que il y a une tension, c'est-à-dire qu'en même temps, on cherche à faire un outil. Le scénario, ça reste quand même un outil pour qu'un maître de jeu l'acquiert et puisse faire jouer à ses joueurs. Si ça doit devenir un outil aussi de séduction d'un lecteur éventuel, ça devient très difficile. Les deux, effectivement, est franchement pas évident, je pense, de l'extérieur. Il y a un aspect, on a vu certains jeux qui nous paraissaient très professionnels sur le plan du scénario, quant au nombre de rebondissements, au nombre de situations, ça me paraissait très élaboré, très fin, très riche, et en même temps relativement peu séduisant, relativement peu engageant, surtout pour un néophyte, qui a plus de mal de se projeter dans une éventuelle partie. Donc j'avais tendance à peut-être surévaluer cet aspect visuel sans chercher à ce qu'il soit jamais trop précis non plus, trop technique. Je parlais tout à l'heure de rime visuelle, un des scénarios, un des plus courts, m'avait séduit de par le retour de certains éléments très légers qui, moi, en tant que lecteur extérieur, m'immergeaient avec simplicité et de manière très directe. Quant aussi à, bien sûr, la richesse et la qualité psychologique des personnages. Patrick. Arnaud, tu voulais intervenir ? Oui, juste effectivement pour confirmer ce que disait Patrick, c'est qu'en fait, chacun va appréhender la matière avec ses propres repères. Effectivement, Patrick, avec des repères plutôt cinématographiques. Si nous avions eu, par exemple, dans le jury, un musicien, il aurait peut-être été très attaché sur la manière dont l'intrigue se façonne au gré des musiques d'ambiance utilisées pendant la masterisation par le meneur de jeu. Donc ce qui est intéressant aussi dans ce jury, c'est qu'on a des personnes qui viennent quand même d'horizons différents et qui chacun ont des outils différents pour appréhender la matière. Ouais. Et c'était, comme le disait Fabien, c'était effectivement un des souhaits de cette pluridisciplinarité en quelque sorte. Fabien, tu voulais intervenir ? Non, c'était juste sur les sensibilités, les sensibilités, les outils et les musiques d'ambiance. Donc c'est un plus, évidemment, mais n'oublions pas que le cœur du jeu de rôle, ce qui va se créer, c'est ce qui se passe autour de la partie, ce qui passe par l'oralité des joueurs. Donc effectivement, dans les critères, il y a aussi ces critères d'ambiance ou d'utilisation d'outils d'ambiance qui étaient chers aussi aux organisateurs de la convention, mais il faut savoir que ce sont c'est pas forcément ça le cœur du jeu de rôle. Attention quand même justement un néophyte c'est la partie le cœur du jeu de rôle. Voilà, qu'un néophyte n'aille pas se dire en fait il faut de la musique pour jouer au jeu de rôle ou en fait il faut telle ou telle chose pour le jeu de rôle. Ce sont des accessoires. Le cœur du jeu de rôle reste l'oralité et ce qui va se passer pendant la partie. L'art du conte, si on tentait qu'on peut appeler ça un conte, même si ça s'en rapproche dans le travail du meneur, mais voilà, le cœur reste là. C'était juste une remarque là-dessus au passage. Justement, Fabien, c'est ça en fait le truc, c'est que c'est tout l'enjeu de votre première réflexion, qui est de dire on peut pas juger un scénario uniquement par l'écrit. C'est-à-dire, tu vois, qu'il y a derrière, il y a une partie, etc. Et donc on doit aussi juger ça. Nicolas. Comment est-ce que tu as jugé, toi, littérairement parlant, je sais que tu es quelqu'un de plutôt rigoureux en règle générale. Oui, de façon générale. Donc c'est la clarté du propos qui t'a... En fait, moi, généralement, j'ai vraiment jugé par 3 critères différents.
D'abord, si je rentrais facilement dans le scénario. C'est-à-dire, si je le lisais, je me projetais dedans, ça passait bien ou ça passait pas. Là, c'est du ressenti. Ouais. Bon, mais du coup, tout ce qui est orthographe, grammaire, ça joue forcément parce que dès qu'il y a une faute, moi, ça me saute aux yeux, je sors du scénario. Ouais. Bon, mais ça, c'est plutôt l'autre item. Après, ce qui a joué beaucoup aussi pour moi, c'est aussi si je comprends en fait où il veut aller. C'est-à-dire tout ce qui est structure. C'est-à-dire vraiment si on comprend dès le début qu'est-ce que je dois faire. Donc, tu as dû beaucoup apprécier les scénarios dans lesquels au départ, dès le début, il y avait une sorte de résumé en disant voilà ce qui va se ce qui va se passer dans mon scénario. Ça va te séduire d'entrée de jeu les scénarios dans lesquels c'est un peu bon, c'est aussi par rapport à ma formation professionnelle moi-même, hein. Simplement, rappel aux auditeurs ce que tu dis. En tant que tel, je suis doctorant, donc qui lit beaucoup d'articles, etc. Et justement, le résumé, c'est très important. Voilà, je vais soutenir cette thèse-là. Voilà. On ira là avec tel argument. Tout à fait. Je défoncerai tel autre auteur qui disait de la merde avant. C'est très important. Généralement, c'est de le dire de façon plus subtile. Hein. Ah bon. Pardon. Je sais que j'étais. Ça dépend des fois. J'étais un chercheur un peu spécial dans mon domaine. Hein, Fabien. Oui. Romaric, tu es quelqu'un qui aime le débat, on le sait. Sinon, je serais pas là. Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose et aussi une chose. Où on va, pardon. Oui, tout à fait. Au niveau directive, pouvoir vraiment, normalement, dès la première impression, dès les premières lectures, l'idéal, normalement, il faut savoir qu'est-ce que ça va être comme type de scénario, qu'est-ce que ça va donner, quel est le but finalement. Dans l'idéal, c'est vraiment ça. Ouais. Et la troisième façon que j'ai à le gérer, moi, c'est parce que je me considère comme apprenti jeu. C'est-à-dire, bon, je suis pas encore super doué, mais j'apprends, quoi. Et du coup, je me mets aussi de ce point de vue-là, dans le sens, est-ce que ce scénario-là, est-ce que ça me donne des idées? Hein, ou est-ce que c'est quelque chose de basique et que je prendrais pas trop en compte, ou est-ce que je suis capable de le jouer moi-même? D'accord, ouais, c'est ça. Aussi. C'est le côté, là, j'ai envie de dire accessibilité. Voilà. Tu me suis là-dessus? Oui, tout à fait. Quentin, en tant que joueur, lire des scénarios, t'as pas trouvé ça super frustrant, genre mais pourquoi on me raconte la fin, je veux le faire, bordel? Quentin. Bah non, j'ai pas trouvé ça particulièrement frustrant, parce que je trouve toujours ça très intéressant de voir une histoire, de voir un peu ce qui se passe derrière le cache du maître du jeu. Et ça ne gâche pas non plus le plaisir de jouer la partie après. Je me demandais si ce serait le cas, mais absolument pas. Ouais. Après, les critères auxquels j'ai prêté attention à la lecture du scénario, c'est principalement l'intrigue. Est-ce qu'elle est relativement fluide, bien amenée? Est-ce qu'elle est cohérente? Est-ce que les rebondissements sont tirés par les cheveux ou au contraire plutôt plausibles? Et j'ai attaché aussi assez d'importance à la densité des personnages, que ce soit la description des PNJ ou des fois la description des PJ pour les scénarios qui nous ont présenté des PJ pré-tirés. D'accord. Est-ce que ces personnages ont des liens entre eux? Est-ce qu'on peut s'identifier assez facilement, ou au contraire, est-ce que les PJ sont complètement interchangeables? Tu vois, Patrick, là, il s'est projeté en tant que joueur. Il sait ce que c'est qu'un jeu de rôle, et donc du coup, il s'est dit, tiens, je vais être joueur là-dessus, est-ce que j'ai envie de le jouer? Est-ce que moi, en tant que personnage, je vais avoir des choses à jouer? Forcément, j'ai quand même essayé d'aller le maximum dans ce sens-là. Je savais à quoi et à qui j'avais affaire. Mais j'ai l'impression dans tes retours que tu restes quand même un peu plus extérieur, comme un spectateur qui regarde un film. Alors que lui, tu vois, il se projette plutôt dans la peau de l'acteur qui va le jouer. Oui, forcément. Et là, j'avais un manque, une absence. Ceci dit, que j'ai compensé lors du jeu, lors de la partie, où je me suis vraiment surpris. Je dois dire que le jeu auquel j'étais invité à participer était a priori de qualité. On pourrait même dire que dans le débat qu'on a eu avant, autour des jeux, voilà. Et puis aussi que néophytes comme professionnels, on était tombé, ou joueurs, on était tombé quand même assez d'accord sur l'ensemble. Ça, c'est très important des scénarios. De le dire. C'est vrai qu'il y avait quand même qu'avec mon recul extérieur de non-joueur, j'ai recoupé à peu près vos avis. Il n'y avait pas de grosses oppositions. Absolument. Ouais. Et que effectivement, je me suis complètement surpris à participer aux jeux de qualité auxquels j'étais convié à jouer. Franchement, je me suis projeté, identifié avec une facilité que je n'aurais pas imaginée. Il faut dire là aussi que les autres joueurs m'y ont énormément aidé. Voilà. C'est là qu'on voit que le jeu de rôle, c'est vraiment une œuvre, une partie collaborative. On t'a aussi aidé à entrer dans l'univers du jeu. Voilà, il faut dire que les personnages étaient riches, tout de même. Le cadre, effectivement, était
bien situé, préétabli et connu du maître de jeu, celui-ci a tout de même, tout en restant relativement en retrait, avec un jeu, avec peu d'éléments de jeu, peu de G2D. Hein. Je me prie. Ouais. C'est juste que on va en parler peut-être après, Patrick. Pardon. Étant donné que ça va faire partie plutôt de la partie art du compte. On finit notre tour de table, mais mets de côté toutes ces réflexions qui vont être très intéressantes pour la suite du podcast. Fabien, dernière personne à parler sur cet aspect littéraire, justement. Alors toi, comment est-ce que tu as jugé de cet aspect littéraire, d'intrigue et tout? Et en plus, toi, en tant que professionnel, est-ce que tu as pensé à un moment donné, tiens, je l'ai dit très bien celui-là, où tu vois, est-ce qu'il y a un moment donné où... Non, parce que j'ai déjà beaucoup de pain sur la planche en tant qu'éditeur actuellement, donc c'était pas forcément ma préoccupation première quand j'ai lu les scénarios. Mais par contre, effectivement, ce qui est important pour l'intrigue d'un scénario, c'est clairement qu'il y ait une certaine structure. Je pense que là, je vais rejoindre les avis des autres. Il faut que le meneur, moi, c'est plutôt l'argument de se dire, à la lecture, est-ce que j'ai envie de le mener ? C'est plutôt, quand je les ai lus, c'est plutôt sous l'œil du meneur de jeu, c'est-à-dire est-ce que j'ai envie de le mener, est-ce que j'ai envie de faire triper mes joueurs sur ce scénario-là et de les emmener dans cet univers-là. Donc je pense que le côté effectivement de richesse des descriptions, je pense que c'était à ça que Patrick faisait référence tout à l'heure, de richesse des descriptions, de richesse des personnages, font partie de la matière importante en plus de la structure. En fait, la structure, c'est un peu le squelette, mais le squelette tout seul, ça ne suffit pas à faire un bon scénario. Ce qui compte, c'est d'avoir aussi de la matière autour. Et c'est toujours un peu long à rédiger, et c'est pour ça que, indépendamment des résultats du concours, tous les auteurs sont très méritants pour le travail qu'ils ont accompli, parce que écrire et rédiger un scénario complet, c'est très long. Autant faire un brouillon rapide pour le faire jouer avec ses potes, ça va vite. D'ailleurs, à un moment donné, il y a même l'une des personnes qui nous a présenté son scénar qui a dit, en règle générale, j'écris mon scénario en écrivant juste une introduction et ensuite des PNJ et je me débrouille avec ça. Et là, pour vous, j'ai fait l'effort, ce qui veut dire que c'était pas le même exercice que d'habitude. Donc, on peut féliciter effectivement les gens d'avoir fait cet effort-là, qui est pas forcément naturel pour tous les meneurs. Moi, je suis comme lui. Arnaud, tu voulais ajouter quelque chose à ce que disait Fabien? Oui, par rapport à la matière, en fait, on avait décidé aussi en amont de, alors, j'aime pas le terme, mais de contraindre un petit peu le processus d'écriture. D'accord. Ouais. En intégrant justement un ensemble de variables thématiques qui faisaient aussi l'objet d'un des items de notation de cette appréciation littéraire. On a voulu intégrer ça de manière ludique. On a utilisé en fait un petit jeu, donc on ne cite pas de marque, hein, bien sûr, qui consiste en des dés avec des pictogrammes. On s'en fout, hein, t'es sur un podcast, tu peux y aller. Hein, vas-y. D'accord. Hein. Alors il mettra un lien, il se fera de l'argent en affilié. Voilà. Vas-y, ça lui donc, fera plaisir. Il s'agit des Fabien de Neville. Popcorn. Je suis un vil capitaliste. Alors en fait, il s'agit d'un petit jeu qui s'appelle Story Cubes. Le principe étant effectivement de jeter des dés avec des pictogrammes et de créer une histoire à partir de là. Et on s'est dit, ça pourrait être intéressant de faire un tirage de dés à partir de 3 variables, donc 3 dés piochés au hasard parmi les 9 que contient la boîte. Ah, c'est comme ça que vous avez fait. Voilà. Et en fait, donc on a pris ces dés, on a fait ça sous forme de vidéo sous Rollis TV, donc avec notre président et puis notre responsable com, Thibaut Jacqueline. Et du coup, le tirage a été fait en réel. Et les auteurs ont dû intégrer 3 variables, donc que sont une lune, un trou de serrure et un masque, qui devaient apparaître de manière directe, indirecte, symbolique, allégorique, voire même, pourquoi pas, philosophique, dans les différentes compositions des auteurs. Et cette intégration des variables, ainsi que le respect d'un cahier des charges que nous avions fixé donc à une quinzaine de feuilles d'écriture maximum, avec une police bien définie, en taille bien définie, etc., faisait l'objet justement d'une des 5 notations découlant de l'appréciation littéraire. Voilà. Yes, ok, très intéressant. Moi, je donne juste mon retour rapidement en tant que juré aussi. Moi, j'étais vachement sensible aux thématiques abordées, à savoir est-ce qu'elles pouvaient générer des problématiques existentielles en fait autour de la table. C'est-à-dire, est-ce qu'on va au-delà du porte-monstre trésor? Est-ce qu'on va au-delà du côté enquête, résolution, baston, boss final? Est-ce qu'on va au-delà du côté jeu vidéo, ou est-ce que justement on va un petit peu au-delà, on pousse les gens à la réflexion? Donc moi c'est à ça. Et tu m'avais embauché pour ça, Arnaud. Voilà, il opine d'une chaise. Voilà, donc moi j'étais là pour faire le méchant flic à ce niveau-là. Contrat parfaitement rempli, mon cher Romaric. Mais pour te faire plaisir, Arnaud, je ferai n'importe quoi, même des kilomètres. Patrick, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, alors là je vais jouer un peu le trouble fait.
pour parler, alors moi de ce que on a évoqué quand même l'argument de l'originalité hein, dans les critères de jugement. Absolument. Moi, de l'extérieur, à la fois j'ai été très peu surpris par l'originalité ou la variabilité des univers abordés. Je peux le dire, hein, ça a été un premier léger sentiment. T'as envie de dire que c'est un peu pauvre en termes de thématiques existentielles, oui, de complètement. problématiques. Alors, en termes d'univers choisi, j'avais exactement l'image, sans avoir jamais joué, sans avoir jamais vu une partie, que je me faisais, gros a priori, du jeu de rôle. J'ai le sentiment d'être tombé dans ce panel de jeux, de scénarios, sur vraiment ce que j'attendais, à savoir de la SF, space opera, de l'heroic fantasy, du fantastique, qui m'a paru au départ assez peu riche. Voilà. Maintenant, derrière, il y a bien sûr la façon dont c'est travaillé, dont c'est abordé, et après dont c'est joué. Voilà, il y a eu un terme qui est revenu de temps en temps, c'était le mot caricatural. Oui. Qui résumait un peu. C'est vrai que de l'extérieur, on a une image caricaturale du jeu de rôle, et dans un premier temps, dans un abord très superficiel des scénarios, voire leur intitulé, je dis oh là 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 là. Quentin, tu voulais intervenir sur ce thème? Oui, bien aussi, je crois. Simplement sur l'aspect un peu caricatural et stéréotypé des univers de jeux de rôle. Ça vient peut-être simplement du fait, comme on l'a dit, que le jeu de rôle c'est une création à plusieurs entre les joueurs et le maître du jeu, et qu'il faut peut-être placer un référentiel commun autour duquel tout le monde peut se raccrocher pour créer quelque chose. Ouais. Peut-être un début d'explication. Il y a ça. Alors après, sur l'argument de l'originalité, je pense qu'il est quand même à nuancer. Et je pense que c'est normal que venant de Patrick, on ait cet argument-là. Faut savoir que le jeu de rôle n'a pas. Alors, c'est bien si dans une partie de jeu de rôle, effectivement, on a un scénario original. Au sens où c'est pas quelque chose qui a déjà été vu, revu, même s'il n'y a jamais de création originale, comme un grand philosophe pourrait nous le dire, mais c'est Romaric qui nous a sorti ça en débat. Mais effectivement, il y a pas, voilà, c'est important. C'est sûr que moi, il y a des scénarios que j'ai trouvé plus pauvres dans l'intrigue parce que effectivement c'était pour la énième fois l'histoire de, alors je sais pas, le savant fou qui expérimente machin ou d'avoir pour la énième fois telle ou telle thématique. Donc ça peut faire partie des trucs que j'ai pu trouver effectivement gênants. Mais je nuancerai quand même ça par le fait que on n'est pas forcément dans le jeu de rôle dans une recherche absolue d'originalité au niveau du scénario, puisque ce qui va faire aussi la richesse du scénario, c'est pas le scénario qui va être riche, c'est la partie. Et je dirais qu'on a un peu moins besoin d'être original quand on écrit un scénario de jeu de rôle, parce que ce qui va surtout faire le sel de la partie, c'est ce qui va se passer autour de la table. En fait, donc on n'a peut-être pas besoin d'aller aussi loin, même si c'est bien d'avoir un truc original. Est-ce que je résume bien ton propos si je dis qu'en gros, tu attends d'une partie qu'elle ait une forme de gameplay émergent, c'est-à-dire que sur un scénario assez classique, les joueurs vont rajouter quelque chose qu'on n'attendait pas dans un tel scénario, une surprise supplémentaire, et que c'est aussi ça le plaisir du jeu de rôle? Oui, enfin, il y a le, je sais pas si on pourrait le définir exactement comme ça. Par exemple, un scénario classique dans lequel il va y avoir une troupe d'étudiants qui va se faire poursuivre par un monstre, et il va se passer quelque chose dans le scénario qui va faire qu'au final, c'est le monstre qui va se faire poursuivre par la troupe d'étudiants. Ça surprend le canon, en fait. Et du coup, c'est ça aussi la richesse du jeu de rôle, c'est l'interactivité qu'on attend. Qui est un rebondissement, qui est un twist ou un rebondissement, qui soit préparé et prévu par le MJ dans son scénario, ou bien qui soit amené par les joueurs ou par le système de résolution, ou par effectivement quelque chose qui va amener une originalité. Donc c'est vrai que du coup, en général, c'est vrai que les trames de jeux de rôle, mais je suis le premier à le déplorer parce que c'est vrai qu'on peut on peut aussi essayer de créer quelque chose de plus original, mais il y a moins ce besoin d'originalité parce que quand on écrit un livre, un film ou quoi que ce soit, on va se dire ah bah mince, c'est la même histoire que dans tel truc déjà vu, déjà lu, alors que dans un jeu de rôle, même si on joue à une histoire qu'on a vaguement déjà joué ou déjà lu, la partie sera différente, de par le contexte qui va être choisi, de par les joueurs avec qui on va le faire, de par les personnages qu'on va incarner. Donc il y a quand même un renouvellement qui est un peu plus fort. Cela n'empêche pas effectivement les meneurs ou les auteurs de scénario d'essayer d'être original dans le traitement
du thème qu'ils ont choisi. Moi, je pense qu'il y a deux démarches différentes dans le jeu de rôle et qu'on n'a pas encore bien distingué, Patrick. C'est que je pense qu'il y a une démarche qui est purement divertissement. C'est-à-dire qu'on cherche un divertissement, on cherche à se vider la tête, à vivre une aventure soi-même sans se prendre la tête, etc. Et puis il y a des gens dans le jeu de rôle, dont je fais partie, j'assume, mais quelque part toi aussi, en éditant Théocali, tu fais partie des gens, Fabien, qui maintenant commencent à défendre un jeu de rôle autrement, en fait. Ah non, mais moi, jeu de rôle, la problématique, c'est les tabous dans Théocali. Non, mais c'est quand même des sacrées problématiques qui émergent dans les parties. Effectivement, non, mais après, je suis le premier en tant qu'éditeur ou en tant que joueur à apprécier qu'on sorte un peu du carcan préétabli du jeu de rôle. Ça, pour dire à Patrick que la différence, elle vient pas de l'indépendant professionnel. Les professionnels cherchent pas à divertir, les indépendants cherchent pas à faire réfléchir. Bon, il se trouve que là, moi, je défends plutôt la partie réflexion, etc. Et que Fabien défend plutôt la partie divertissement, entre guillemets. Mais bon, au final, on s'entend aussi pour dire qu'il faut un peu des deux. Et voilà, on est toujours dans une espèce de négociation. Donc c'est ça, je pense. Je m'interrogeais effectivement sur la possibilité de l'existence d'une catégorie de jeux de rôle d'auteur. Oui, comme la bande dessinée est réputée aussi pour les gens de l'extérieur qui n'en lisent pas. Il y en a, Patrick. Il y en a. On avait parlé en audioconférence. J'ai cru comprendre effectivement que ça émergeait, sans effectivement oublier que la grandeur du jeu de rôle est peut-être dans la finesse, effectivement. Au-delà d'un univers typé donné, la finesse va intervenir dans la construction de cet univers, dans les rebondissements et dans la partie, bien sûr. Voilà, après, Patrick, le jeu de rôle, c'est un média. J'en ai pris conscience. Exactement comme le cinéma, il va y avoir des films d'auteur, il va y avoir des films de divertissement. C'est un média, voilà, on a les deux propositions, les deux offres. Je te voyais, t'étais pas d'accord sur le fait qu'il y ait deux offres, Fabien? Non, si, c'est pas sur ça. C'est, j'ai envie de dire, effectivement, du jeu de rôle d'auteur. J'aurais presque quasiment envie de dire que à 80% ou 90%, il y a quasiment que ça, mis à part quelques blockbusters, qu'on pourrait appeler ça en jeu de rôle. Des gens qui ont écrit, même si après c'est peut-être un autre débat, donc on n'est peut-être pas obligé de le développer. C'est clair. Mais des quand gens on parle qui ont... d'appréciation littéraire d'un scénario, on est forcé de passer par ce débat-là parce que, en fonction des gens autour de la table, on va plutôt apprécier les scénars sous un angle ou sous un autre. Surtout que c'est Authors Contest, donc ce sont non pas des scénarios de meneurs qui se sont appropriés le jeu d'un autre, mais bien des scénarios d'un auteur qui a créé aussi l'univers et le jeu en amont, ou qui s'en est inspiré d'un autre univers. Mais je crois que Patrick, dans jeu d'auteur, veut pas dire jeu d'auteur au sens où c'est la proposition d'un auteur. Il veut dire que c'est des problématiques artistiques, j'ai envie de dire, du cinéma, d'art. Oui, complètement, création d'univers à la base, dès le départ. J'ai envie de dire dès le thème du jeu. Je me disais, est-ce qu'il existe des jeux de rôle avec une thématique relativement réaliste, comme au cinéma, on a depuis longtemps au cinéma. En BD plus récemment, il faut le dire, ça dépend du support. Il y a des supports qui sont plus ou moins faits pour ça. Ça a enrichi relativement quand même la plupart du support. La bande dessinée depuis 10 ans a été tirée vers le haut par des auteurs qui abordent des thématiques, alors là, existentielles, parfois nombrilistes, qui ont tiré malgré tout avec leurs défauts la BD vers le haut. Et là, je vais te dire en fait, sur un jeu, par exemple, tu prends Vampire, qui est un jeu, voilà, que tout le monde connaît, qui est un grand canon dans le milieu du jeu de rôle. Tu vas avoir des maîtres de jeu qui vont plutôt défendre le côté auteur, c'est-à-dire plutôt sentimental des vampires, qui vont se faire mon humanité, etc., qui vont jouer sur la sensibilité des personnages, etc. Et puis tu en as qui vont la jouer gros bourrin, divertissement, etc., etc. D'accord? Donc après, non seulement les jeux permettent ou ne permettent pas de défendre certaines problématiques ou pas, premier point, mais en plus les maîtres de jeu ensuite, dans l'acquisition qu'ils font des jeux, vont ensuite défendre ou pas une position artistique ou pas de la partie, tu vois. Donc c'est vachement compliqué, quoi. T'as plein d'entrées différentes. Et puis il y a quand même quelque chose dans le jeu de rôle d'important, c'est que le jeu de rôle reste un loisir d'évasion. C'est-à-dire que de jouer en jeu de rôle, je vois où tu veux en venir, Patrick. Mais on peut jouer des sentiments, des machins. Je suis tout à fait d'accord. Mais pour moi, ça reste un loisir d'évasion. De jouer effectivement, Monsieur et Madame tout le monde qui va acheter son pain et qui va au boulot, c'est pas super globe, quoi. C'est plus intéressant effectivement d'amener. Alors pas forcément du fantastique. Il y a de très bons jeux qui existent. Il y a de très bons jeux qui existent d'espionnage. James Bond, le jeu de rôle dans les années 80 a été un excellent jeu. On va en parler aux mecs de la DST, ils vont te dire que c'est pas James Bond. Voilà, parce que est-ce que dans le domaine de l'espionnage, on pourrait pas faire des jeux de rôle qui se déroulent en Allemagne de l'Est lors de la guerre froide, en introduisant malgré tout. Alors il y en a. Ça existe. Tu parlais d'un jeu par exemple comme Shell Shock qui parle du destin des poilus là. Voilà. Alors voilà, j'étais étonné qu'un jeu comme ça existe, par exemple. Les cordes sensibles de Frédéric Sintès qui parle de familles qui peuvent se déchirer. Voilà, parce que je crois qu'on peut faire un jeu d'action, par exemple, en mettant en scène la banlieue. J'ai l'impression que
Ça existe un peu quand même, ouais. Hors micro, Zone, un jeu Zone. Ouais, par exemple, Zone, qui est un très vieux jeu qui exploite un peu ces vieux stéréotypes années 80 avec les quepons, voilà. Effectivement, c'est un jeu qui se voulait quand même à la base porteur de certaines revendications presque sociales. Mais ce qui va après, effectivement, l'intention, ça reste qu'effectivement, faut que ça reste quand même de l'évasion. C'est-à-dire que, effectivement, même si je veux jouer l'expérience, et c'est très intéressant effectivement d'apprendre quelque chose en jouant les poilus pendant la Grande Guerre, il y a quand même cette notion, à mon avis. Je crois que l'évasion, c'est un terme mal choisi. Ça fait penser au divertissement. On fuit les problématiques existentielles. Tu vois, c'est ça le problème dans ton terme évasion. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, mais c'est être ailleurs. Mais ça veut pas dire en étant ailleurs qu'on va pas se poser des questions sur maintenant. Ah non, c'est ça le truc. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça non plus. C'est pour ça que tu dis le terme évasion. Peut-être le terme est mal choisi, mais j'ai pas dit ça non plus. Je vois ce que tu veux dire. En tout cas, Nicolas, vous voulez ajouter quelque chose? En fait, je voulais juste dire, justement, dans les jeux de rôle, je pense que, bon, évidemment, il y a de la vie de l'auteur lui-même qui peut compter, mais c'est quand même beaucoup, finalement, la personne qui l'a fait jouer, même, la personne qui fait jouer, qui dit si justement ça va être du divertissement pur ou quelque chose de vachement construit, vachement profond, vachement bien précis. C'est on peut très bien, par exemple, j'ai eu l'occasion, par exemple, de tester Théocalie, bon, avec l'auteur qui parfois qui peut donner aussi une certaine profondeur, et j'ai aussi pu le voir d'une façon très bourrine en fait finalement, qui est pas forcément attendu par rapport à ce qui existait. Et même certains jeux qui sont très historiques, j'ai pu le voir des versions comme de Tédéum pour un massacre qui étaient très précis, très intrigue, très profond au niveau de l'histoire, très précis, très précis, et qui fait réfléchir même les gens en disant ah oui c'était comme ça, c'était vraiment ça change les a priori, ou des trucs qui sont complètement basiques quoi finalement. Il y a vraiment de tout. Donc pour moi ça dépend vraiment beaucoup finalement du maître de jeu essentiellement. On va peut-être clore sur cet aspect littéraire. On voit que ça va de très loin. Ça va de la qualité rédactionnelle pure, la mise en forme, comme tu disais, l'accessibilité, est-ce que c'est la clarté, etc., jusqu'à éventuellement une appréciation plus artistique avec toutes ces histoires de problématiques. La suite, Arnaud, autre critère, c'était... Alors, autre catégorie d'item, l'art du conte. L'art du conte. Alors, dans l'art du conte, là, effectivement, il s'agissait d'essayer d'apprécier vraiment la partie au cœur de l'action, c'est-à-dire effectivement presque j'ai envie de dire la prestation, même si le terme n'est pas approprié, du meneur de jeu. Donc on a identifié différents items outre l'interprétation du meneur de jeu lui-même, finalement, de ses personnages. Ensuite, un item basé plus sur l'immersion, la qualité des descriptions, par exemple. Est-ce qu'il est marchand de rêve, quoi? Est-ce qu'il arrive à faire s'évader? Voilà, est-ce qu'il arrive à faire évader? On reprend effectivement l'évasion. Je veux dire, il y a un troisième item aussi qui a été identifié aussi, l'arbitrage. Parce que quoi qu'il en soit, ça reste un jeu social. Ça reste un jeu social. Ça reste un jeu où l'arbitraire peut être présent, parce que bon, finalement, comme on le dit, moi, le vieil adage. Arnaud, j'ai pas envie que tu me grondes, alors mais non, je te donne des pecs. Merci, c'est gentil. Vox Dei, Vox MJ, hein, comme dit le vieil adage. Mais non, l'arbitrage est important effectivement parce que il permet de maintenir un petit peu la cohésion de la table, qui est cet aspect justement social. Il n'y a pas de jeu de société s'il n'y a pas un minimum de cohésion. Si un joueur, par exemple, est frustré parce que l'arbitrage n'est pas en sa faveur, alors même que il y a une certaine situation d'injustice qui en découle, on casse le pacte social finalement, qui est la table de jeu de rôle. C'est un pacte social. Enfin, contrat. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Contrat. Pacte, ça fait un peu négatif. Ça fait un peu négatif. Un peu contrat. MJ, Ça fait un peu MJ, démoniste, hein, pour le coup. Le quatrième item que nous voulions intégrer dans cette deuxième catégorie art du conte, c'est le système de jeu. Le système de jeu procède-t-il finalement d'un conte de qualité? Oui. Hein, alors, on pouvait très bien imaginer, par exemple, un auteur qui rédige un scénario dans un univers de sa composition, puis qui nous dit: bon, voilà, j'ai choisi le système Rollmaster. C'est le moment où vous explosez de rire, normalement, parce que voilà, le système Rollmaster, qui est quand même un système des accouchements difficiles. Là, c'est quand même un système qui est très difficile à mettre en place. Oui. Maintenant, l'item laisser la porte ouverte. L'auteur connaît le système Rollmaster comme sa poche. Cela pouvait très bien aboutir à une situation de fluidité, par exemple, au niveau du conte. Il faut savoir un truc. Et très bon en calcul mental. Oui, voilà. Pour être fluide sur Rollmaster. La table d'enjambement des cadavres. Il faut savoir faire des additions à deux chiffres. C'est un truc qu'on n'a pas précisé, mais c'est vrai que nos auditeurs ont l'habitude des jeux un peu anarchistes. Sur la cellule, on en présente beaucoup. Là, bien sûr, dans ce concours de scénario, on juge par rapport à du jeu de rôle
traditionnel. Donc le système de jeu, ça va rester quand même un maître de jeu et des joueurs. Ensuite, le rôle de chacun dépend du système que l'on adopte. Est-ce que le maître de jeu est plutôt un guide? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui va tendre des pièges? Et inversement, est-ce que les joueurs sont plutôt des gens qui lancent des dés ou sont plutôt des gens qui font du roleplay, etc., etc. C'est ça que tu là, appelles en fait, on est plus sur ce que tu appelles habituellement le système de résolution. Là, ce dont tu parles, toi, c'est le système de résolution? C'est le système de résolution. C'est le système de résolution. Parce que le système de jeu. Le système de jeu, au fond, c'est le système du jeu de rôle traditionnel? Dans les scénarios qui nous ont été présentés, oui. À partir du moment où on veut être, entre guillemets, juge d'un scénario, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un scénario. Donc dans un jeu sans meneur, ça arrive qu'il y ait des scénarios. Ça arrive. Mais c'est pas toujours le cas, puisque ça implique beaucoup de création collaborative. Donc faut au moins que le cadre se prête à ce qui est un scénario. Bon, je ne veux pas rentrer dans le débat. Non, c'est un autre débat. J'aurais beaucoup de choses à dire. C'est un autre débat. Je sais qu'il existe des jeux avec scénario, sans scénario, avec meneur, sans meneur. J'aurais juste envie de dire que ça aurait pas été discordant peut-être d'avoir parmi les scénarios proposés un système effectivement non pas classique, c'est-à-dire jeu joueur etc., mais peut-être quelque chose de plus collaboratif effectivement. On aurait pu l'apprécier. Auquel cas on serait sorti du simple système de résolution. On l'a quand même un peu entre guillemets, parce qu'on a quand même un des scénarios proposés où on nous propose une création de perso qui impacte la création, qui impacte des races qui peuvent être créées dans l'univers, des choses comme ça. On a un petit peu ça, mais c'est vrai que c'est un soupçon. Si on compare effectivement à d'autres jeux plus le terme va te faire bondir, mais expérimentaux. Non, ça fait pas ou qui change effectivement un peu de la structure classique du jeu de rôle qu'on connaît. On reste quand même relativement proche. On n'est pas au niveau effectivement d'un truc. C'est ça. On juge des scénarios pour des jeux de rôle dits classiques. Après, on sait pas très bien ce que c'est que les règles du jeu de rôle classique, mais bon, ça c'est une autre aventure. Le dernier item, Arnaud. La gestion du temps. La gestion quand même primordial. Temps narratif, temps de jeu. Également, il faut avoir le temps d'enregistrer un podcast derrière. Donc. Voilà, il faut avoir le temps d'enregistrer un podcast, effectivement. Donc globalement, on a quand même laissé très très large nos meneurs de jeu auteurs, puisqu'ils ont à peu près une douzaine d'heures pour masteriser leur partie. Donc, et donc là, il y avait un membre du jury par table pour juger de tous ces items. Alors l'idée à la base, c'était de déployer les 6 jurés sur les tables de jeu. Mais afin d'éviter, je dirais, quelque chose d'arbitraire, parce que autant la notation sur l'appréciation littéraire s'est faite de manière collégiale, autant avec un juré à chaque fois sur une table, on n'a qu'un seul retour. Donc on a décidé de recruter parmi les joueurs en fait présents sur la table ce qu'on appelait des scrutateurs. C'est-à-dire un joueur qui aurait pu être intéressé pour agir en binôme finalement avec le juré, contrebalancer et avoir un débat sur la notation, surtout, pour éviter justement tout risque d'arbitraire ou de partialité. Alors comment est-ce que vous, autour de la table, on va peut-être directement passer la parole à Patrick. Très intéressant retour puisque c'était son premier jeu de rôle. Comment est-ce que toi tu as jugé du maître de jeu? Comment est-ce que quels critères? Qu'est-ce que tu as mis en avant? Alors il faut dire que j'étais face à un jeu assez particulier. On l'avait tous d'ailleurs évalué dans ce sens lors du débat autour du scénario, sur lequel j'ai apprécié la mise en retrait du maître de jeu. Qui, lors de l'oral qu'on lui a fait passer, s'est avéré d'une pertinence, d'une intelligence à l'aune de son scénario, qui était déjà excellent. Là, face aux joueurs qui ne connaissaient pas le scénario, il s'est révélé relativement peu directif. Donc, ne survalorisant pas du tout les qualités évidentes de son jeu. D'accord. Ce qui est plutôt intéressant pour les joueurs qui s'immergent de zéro, j'ai envie de dire. Même si ce sont des joueurs qui ont l'habitude. Il n'a pas cherché à appâter les joueurs dans telle ou telle direction. Exactement. À ne pas les écraser. Il a laissé votre narration couler complètement sur lui, s'installer. Voilà. C'est donc une qualité par rapport à ce que nous on avait évoqué collégialement à lui attribuer en plus. J'étais très sensible à ça. Je peux dire aussi que je me suis surpris effectivement à participer. Voilà. Ça a été très agréable pour mon premier jeu. Les joueurs, je l'ai déjà dit, étant vraiment de très bons joueurs, de très bons interprètes, m'y ont aidé énormément. Je me suis réellement, la formule n'est pas vaine, pris au jeu. Et là, j'ai été d'ailleurs
fort mari de l'interrompre pour le podcast. Viens d'y retourner. Mais tu vas y retourner. T'en fais pas, tu vas retourner. Arnaud, qu'est-ce que tu as jugé Tu n'as pas été. Ben non, moi j'étais en cuisine. Tu as juré. Voilà, donc alors, je tu as peux te jugé dire que de la les croque-monsieur qualité des étaient excellents. Tu as La juré de la béchamel. béchamel qui a apparemment marqué Fabien. Très bonne, très Avec bonne. le petit ingrédient en plus. Très bonne. Et là, je vois derrière mon président qui s'agite et qui fait des bons. content de sa petite recette. Donc, peut-être passer la parole à... Au vice-président, justement, Nicolas, comment est-ce que tu as Qui jugé lui aussi était en cuisine. Ah, t'étais en Oui. cuisine aussi? Moi aussi j'étais en cuisine et je m'occupe ici de la caisse, en l'occurrence. Il tient les cordons de la bourse. Mais par contre, on peut quand même dire facilement, malgré tout, même si on a, en l'occurrence, tous les deux pas joué, on peut quand même, malgré tout, je pense, dire un mot de la façon qu'on a tendance à juger nous. Ouais. En tant que, clairement. Alors, Vas-y, je te laisse commencer. Nicolas. Moi, je sais que, pareil, juger ce genre de point est très subjectif, ça dépend beaucoup finalement du passé, du caractère de la personne. Moi, je sais que j'ai tendance beaucoup à juger sur le côté très arbitraire, du maître de jeu et du système. Je sais que moi, ça joue énormément. C'est-à-dire, comment ça? C'est-à-dire que si tu vois que le maître de jeu prend des décisions pour son scénar et pas pour ses joueurs, à ce moment-là, Plutôt, c'est vraiment, après, c'est, comme je dis, c'est-à-dire c'est que très tu es subjectif. MJ arbitraire ou au contraire? Au contraire, je déteste ça. Arrête, t'adores les MJ arbitraires. Non, je déteste ça. J'aime bien jouer Nicolas. le jeu, de la prime de lèche, n'est-ce pas? La prime de lèche, la fameuse prise de lèche. Mais c'est surtout pour beaucoup rigoler que je la joue. Mais personnellement, je sais que je déteste tout ce qui est arbitraire d'une façon générale. Mais ça, c'est, ah oui, voilà, parce que je suis très rigoureux, très rigoureux. Personne n'aime vraiment l'arbitraire. Mais moi, je pense que je le déteste particulièrement. Mais bon, ça, c'est. Mais alors, Non. du coup, ouais, d'accord. Donc, t'es sensible à quand est-ce qu'on fait les jets de dés, pour quelles raisons? T'aimes pas qu'on te fasse faire un jet de dés pour que tu rates, quoi. C'est pas forcément pour ça, si tu rates, ça fait partie du jeu. J'aime, généralement, généralement. Ce que j'aime pas, c'est quand c'est pas dans la logique de la chose. D'accord. Généralement. Ça, c'est, je Donc, pense que, en fait, finalement, c'est plus la cohérence. voilà. C'est-à-dire la cohérence entre quand est-ce que le système de résolution agit et est-ce que c'est justifié du point de vue narratif. C'est plutôt ça. Puis disons que moi je m'en cache Ouais, pas. Il y en a quelques-uns qui me disent oui, Nicolas. ceux qui me connaissent. Du Les gens genre qui disent si chef autour. si quelqu'un m'inflige un malus ou des dégâts ou un truc comme ça, parce que moi en tant que joueur j'ai pas réagi à quelque chose, dans le genre j'ai pas mis l'équipement, mais que le personnage pour lui c'est logique. Moi ça m'agace. Voilà. Donc c'est la cohérence encore Oui. une fois qui Voilà. est au cœur du jugement de Nicolas. Arnaud. Alors moi c'est il y a la cohérence effectivement, j'y suis assez attaché. C'est vrai que je suis plus meugeux que joueur en général, et c'est vrai que je peux comprendre Nicolas quand il parle de cette cohérence. Enfin, le personnage par exemple se fait agresser de nuit. Il a pas son armure, et quelque part le malus à la classe d'armure, si je reprends Donjon, est cohérent. On dort pas avec une armure de plaque sans se faire des crampes. Bon, par contre, non, moi, il y a un autre aspect que j'aime beaucoup, qui revêt une certaine importance à mes yeux dans la masterisation, c'est la capacité à faire du théâtre d'improvisation. Ça, j'adore. J'adore un MJ qui est capable de faire de son scénario une vraie commedia dell'arte. Et franchement, cette capacité aussi d'avoir un peu un jeu de ping-pong avec le joueur qui va quelque part un peu dans les brancards, tu vois, essayer de mettre un peu en défaut finalement le jeu du PNJ et voir comment le jeu est capable derrière de rebondir toujours. Est-ce que tu as conscience que tu es élitiste au possible quand tu dis ça? Oh oui, certainement. Certainement, je l'assume. Non, mais pourquoi pas. Je l'assume. Parce que du coup, ça veut dire que les MJ qui n'ont pas ces capacités d'improvisation sont pour toi sanctionnés. Pas Heureusement que t'étais en sanctionné. cuisine, parce que- Attention, j'ai dit que c'était un des éléments qui a une certaine importance pour moi. Maintenant, j'ai pas dit que c'était fondamental. D'accord. Alors. non, attention. Tout ce que j'aurais retenu, c'est que t'es venu ici pour beurrer des sandwichs. Non. Oui, mais que mes sandwichs, j'étais bien content de les manger. Bah, bien sûr, ils étaient délicieux en plus. Non, mais tu vois, Non, c'est mais quand blague même à part, dur. voilà, C'est c'est un vachement élément. balèze ce que tu demandes quand même là. Tu demandes des vrais. Ouais. Voilà. Et donc pour toi, il y a des bons et des mauvais MJ, par Non, exemple. il n'y a pas de bon et de mauvais MJ. Enfin, c'est plus une question. C'est une question là encore de caractère et de personne, je pense.
D'accord. Je pense qu'il y a aussi, les personnalités accrochent ou s'accrochent pas. On reste quand même dans un jeu social. Des qualités théâtrales. Moi, c'est même de la part des joueurs autour, du coup. Ah, mais carrément. Parce que le MJ ne contrôle pas tout non plus. Hein. Non, bien sûr. Lui, il peut faire une super prestation théâtrale et puis les joueurs autour trouver tout pourri et puis du coup s'emmerder. Au contraire, s'ennuyer à le regarder faire sa super prestation. Ah, t'es super, mais moi, voilà. Si j'ai envie de voir. Ce qui est intéressant, c'est quand quelqu'un jouer Cyrano, je vais voir Cyrano. Ce qui est intéressant, c'est quand c'est toute la table qui est un théâtre vivant. Voilà, c'est ça. C'est pas uniquement le MJ qui fait son show, quoi. Yes. C'est toujours sympa d'avoir un MJ, tu vois, qui va changer de voix pour interpréter son PNJ, qui t'a adopté même des attitudes physiques. Ouais. Mais c'est encore plus sympa quand tout le monde le fait et tout le monde se prête à ce jeu-là. C'est pour ça que je parlais de ping-pong. Il y a un retour effectivement et il y a une interactivité entre tout autour de la table, quoi. Yes, Arnaud, ça roule. Quentin, toi, à quoi tu es sensible dans l'art du conte? D'ailleurs, l'art du conte, le choix d'Arnaud, d'ailleurs, en fait, témoignait déjà de ce qu'il avait envie d'y voir. Ouais. D'ailleurs. Eh ben, je suis un petit peu frustré parce que Arnaud vient de me retirer les mots de la bouche. Ah, d'accord. Puisque moi, ce à quoi c'est Arnaud qui t'a initié au jeu de rôle, non? Non, je jouais avant lui, mais on a partagé une table pendant un certain temps. Ça pouvait jouer, ça. Du coup, comme il a joué avec toi, il attend, c'est normal. Il se dit, bah voilà, le jeu de rôle, c'est comme mon maître. Non, mais c'est pas des relations de dominant-dominé. Faut arrêter. Quand même. Range le poids, s'il te plaît. Arnaud, il y a mon président qui est pas tout à fait d'accord. Alors Quentin, on connaît la voix de son mec. Pareil qu'Arnaud. Ce à quoi je suis le plus sensible, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, à la dimension évasion. Ce que j'aime bien, c'est avoir un maître du jeu et des joueurs qui par l'oralité arrivent à créer quelque chose. Si je ferme les yeux, je veux pouvoir visualiser ce qui se le passe. radiateur, le mur orange et le tableau. Avoir autre chose à la place du mur, etc. Voilà. Du coup, je suis plus sensible aux qualités de compteur, etc. plutôt qu'au système de jeu. Je suis plus sensible à l'ambiance qu'au choix d'une classe, d'une optimisation, si je fais un elfe qui soit en même temps magicien, j'ai un +2, je vais faire ça, ce sera mieux. Bon, moi, c'est pas ce qui m'amuse le plus. Mais je connais des joueurs dont c'est vraiment le passe-temps d'optimiser au maximum un personnage. Donc ça arrive aussi. Yes. C'est pas ce que je recherche. D'accord. Autre chose? On peut passer à Fabien? On peut passer à Fabien. Fabien, alors toi, qu'est-ce que tu attends d'un meneur? En plus, tu as écrit un livre qui s'appelle La Bible du meneur de jeu. Le mec. Popcorn! Ce type est un professionnel. Fabien. Non. Alors bon, déjà quand même, il y a deux choses. Non, il y a deux choses quand même avant. C'est que d'une part, être meneur, c'est quand même, il y a des efforts qui sont faits. C'est un plaisir, certes, d'être meneur de jeu, parce qu'on a le plaisir de la mise en scène, le plaisir de voir les gens évoluer dans un univers, dans quelque chose qu'on a créé. Donc il y a un plaisir de créateur, mais c'est quand même un effort. Donc déjà, effectivement, on peut pas dire d'un meneur comme ça, tout de but en blanc, t'es bon, t'es moins bon, machin. C'est quand même très difficile. Faut pas oublier, et c'est quelque chose que j'ai essayé de rappeler quand même beaucoup dans le jury, pas oublier les efforts et le temps que ça demande. Bon, certes pour écrire, mais aussi le courage de mener, de dire je vais mener ce scénario, je vais me mettre devant les autres. Donc faut pas l'oublier. Et puis il faut savoir aussi que pour moi, il y a à nouveau être meneur, ça n'est pas la même chose qu'être auteur, hein. Donc clairement on n'est pas sur le même champ de compétences. Des gens peuvent être de très bons auteurs avec de très bonnes plumes et puis pas forcément être très vivants autour de la table, ou vice versa, ou bien des gens peuvent être très bons dans les deux. Voilà. Donc tu attends d'un meneur qui soit vivant, je t'ai entendu le dire. Alors oui, après pour revenir effectivement sur ces choses-là, je pense que c'est ce qui est important, ce qui un peu comme mon prédécesseur au micro, ce qui est important, moi ce que j'adore dans le jeu de rôle, c'est effectivement le fait qu'avec 3 bouts de papier, 2 bouquins et 4 dés, on peut vraiment faire vivre des aventures qui peuvent aller loin en termes d'évasion, en termes de dépaysement, en termes et avec un potentiel de répétabilité, de continuité très 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 lourd. Patrick voulait réagir. Oui, vos propos sont totalement fondés, hein. Maintenant, je pense que effectivement, tu parlais d'élitisme, ils peuvent un peu faire peur, vos propos, non seulement aux non-joueurs, mais aux joueurs néophytes. Même lorsque vous évoquez la nécessaire théâtralité du maître de jeu et des joueurs. Ouais. Je pense que le maître de jeu doit aussi penser
aux Regarde pas joueurs comme ça, Patrick. Moi, je fais pas du tout partie de. voilà, justement, qui de est ces deux en positions. retrait, qui est plus timide, même s'il a déjà joué, et qu'il ne se sente pas exclu ce jour-là. Donc il y a aussi de la pédagogie. Oui, mais je sens chez Fabien qu'il y a aussi de la pédagogie. Parce qu'il y a le côté aussi, justement, ce que dit Fabien, c'est ça, c'est que attention, n'oublions pas que on commence MJ au départ de ce côté-là. Mais bien sûr, par la petite marche. Non, mais voilà, c'est ce que je dis, c'est que être meneur, ce n'est pas facile. C'est pas facile de franchir ce pas-là. Voilà. Donc il faut faire descendre aussi le meneur de son piédestal, c'est important. Être meneur, c'est pas non plus si compliqué que ça. C'est pas non plus si compliqué que ça. Ça demande du bon sens, ça demande un peu, effectivement, peut-être un peu de répartie, mais pas forcément au sens hyper théâtral du terme. On est en train d'emmener un meneur de jeu. Là. Ah bah voilà, on vient d'en perdre un, c'est parfait. Non, mais ça demande pas forcément ça. Par contre, effectivement, ce à quoi moi je vais être sensible, c'est effectivement, est-ce qu'on peut vivre une belle histoire ensemble ? Est-ce que le récit va être relativement rythmé entre guillemets ? Donc c'est-à-dire qu'on soit pas non plus effectivement trop long à se développer, qu'il y ait quand même des rebondissements, qu'il y ait un certain timing, qu'il y ait un certain que ce soit vivant. Et effectivement, je pense que Patrick a raison. Il faut que le meneur soit vigilant. Et je m'étais aussi pareil, je pense battu entre guillemets dans les critères pour qu'on le note. S'assurer d'une interactivité et d'une implication de tout le monde. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'est pas très bavard ou qui est un peu timide soit quand même impliqué par le meneur si ce dernier souhaite être impliqué. Je parle du joueur. Alors moi, de ce point de vue, donc du point de vue du meneur, Patrick, moi ce que j'attends, c'est qu'un meneur au départ, avant sa partie, présente voilà ce qu'on va faire avec moi. C'est-à-dire, on va faire telle chose, on va lancer des dés en participant à une histoire, mais en explorant un donjon, on va faire ci, on va faire ça. J'attends en fait un petit peu finalement comme Nicolas attend d'un scénario. C'est-à-dire que le meneur au début me dise vers où on va. Moi j'attends de vous, par exemple un meneur qui me dit moi j'attends de vous que vous soyez théâtraux. Moi, j'attends de vous que vous soyez plutôt en compétition les uns avec les autres pour être le plus fort, etc. Et ensuite, si lui, il fait bien ce qu'il a annoncé, j'estime que c'est un meneur correct, d'accord, un bon meneur. Pour moi, une bonne chaise, finalement, c'est une chaise qui remplit sa fonction. Au sens où on s'assoit bien dessus. Là, c'est pareil. Le meneur, il annonce sa fonction. Il dit, moi, je vais servir à ça. Et si jamais la fonction est respectée, eh bien voilà, c'est un. Alors, par exemple, je joue avec Arnaud. Il me dit d'entrée de jeu. Moi, j'attends d'un meneur qui fasse ci, qui fasse ça. Par exemple, moi, si je suis pas théâtral, je vais dire, ah ben, désolé Arnaud, on va pas jouer ensemble parce que je vais te décevoir, etc. Puis on va s'entendre là-dessus. Inversement, moi, j'adore aussi, les théâtraux et tout, ça, j'adore. J'ai un super maître de jeu à Saint-Malo comme ça. Tu vois, il va me dire, moi, avec moi, ça va être théâtral et tout. Je vais faire, yes, allez, je vais essayer de me mettre dedans, de me lever, etc., machin truc. Et, on accepte, mais il y a un contrat au début, on le signe pas, mais il y a un contrat au début et tout le monde pour moi c'est ça un bon meneur, c'est un gars qui sait établir un contrat avec ses joueurs et inversement, un bon joueur c'est aussi un gars qui sait dire au maître de jeu ce qu'il attend d'une partie. C'est pour ça que les débriefings sont très importants. C'est pour ça que sur une convention, ça va être très difficile de juger un bon meneur, un mauvais meneur. C'est très très difficile. Je pense qu'on s'entendra. C'est plus qu'un contrat, c'est une question de cahier des charges, presque. Exactement. J'ai envie de dire. Ouais. Tel que tu l'évoques, c'est une question de cahier des charges. On appelle ça le contrat social sur San Andreas. C'est pour ça que je parle de contrat. Ouais. Même si, comme le disait Patrick, être meneur n'est pas non plus si difficile que ça. Oui, mais voilà. C'est pas un travail non plus, oui, effectivement. Tu vois, le contrat est clair où tu dis bon bah moi je suis désolé les gars, je débute, je vais pas vous faire un grand truc théâtral et tout, et où tout le monde s'entend là-dessus, tu vois. C'est là qu'on peut être un. Et puis il faut pas oublier qu'il y a des tas de jeux de rôle qui n'ont pas de meneur de jeu non plus. Donc pour rentrer, il y a plein de manières de rentrer dans le jeu de rôle. Parce que si c'est ça qui fait peur à la Fédé par exemple, d'avoir des gens qui se disent ah je peux pas mener, c'est trop dur, regardez-les les rôlistes quand ils parlent, on a l'impression qu'il faut avoir un bac plus 5 de meneur de jeu. On a parfois ces retours-là sur des événements grand public, des gens nous disent oh ce que vous faites c'est en tant que meneur ce que vous faites c'est génial machin et tout, mais moi j'oserais jamais le faire. Et effectivement moi de dire je suis le premier à leur défendre et à leur expliquer ça, je suis le premier à avoir écrit un bouquin pour essayer d'aider les gens à s'y mettre et à franchir le cap pour que effectivement ils puissent un petit peu dédramatiser ce truc-là et puis moi je pense que ça vaudrait le coup peut-être Fabien si tu veux trouver un moyen de faire des nouveaux rôlistes aussi de commencer avec des jeux qui n'ont pas forcément de meneur de jeu comme des petits jeux de la boîte à eux, des trucs comme ça avec mais je travaille aussi sur un projet de jeu sans meneur de jeu voilà. Donc on va conclure. J'aurais voulu parce que je vois Arnaud qui m'agite un téléphone. J'avais demandé 5 minutes, il me reste 3 minutes au chrono. 3 minutes. J'aurais voulu aborder quelque chose à plusieurs reprises. On a eu un problème pour juger les professionnels, c'est-à-dire les gens qui avaient déjà édité, et puis les personnes qui se présentaient pour la première fois. Alors, est-ce que pour vous, en tant que jury, il y a eu une différence entre les deux? Quelle différence vous avez fait? Est-ce que vous avez été plus tolérant? Quel genre de problème ça a posé?
je vous vois souffler. C'est peut-être pas une très bonne question de conclusion, malheureusement, Fabien. Non, si on doit tous s'exprimer là-dessus, on sera peut-être limité. Moi, ce que j'ai trouvé, effectivement, j'avais mis un peu en garde le jury là-dessus, c'est que forcément, il y a une différence de qualité rédactionnelle entre des gens qui n'ont jamais fait cet exercice-là, des gens qui l'ont déjà fait en partenariat avec un éditeur qui a relu ou un correcteur qui a relu leur texte, qui les a aidés à s'améliorer, qui les a aidés à travailler leur écriture. Et effectivement, on a quand même vu une différence notable dans la qualité littéraire entre les gens qui avaient déjà écrit, publié, corrigé dans un processus entre guillemets professionnel et les autres. Donc il y a quand même un gap. Même si on l'a pas vraiment traité, parce qu'on a essayé de le diminuer de façon à pas défavoriser. Oui et non. Enfin, on a essayé de rebalancer puisque c'est pas le seul critère dans la grille de notation. Il y a d'autres critères. À chaque fois, le meilleur dans une catégorie, on lui a mis tout de suite la note maximale, comme dans les concours publics en fait. Donc du coup, ça a fait des déséquilibres, mais bon, voilà, on a essayé quand même de tenir ça en compte, de façon à pas décourager la personne qui entre dans ce concours. L'année prochaine, il y aura un auteur contest ou pas? A priori, oui. A priori, oui. Peut-être pas à la même période de l'année, mais... Ouais, parce que là, on a eu le droit aux orages de grêle et tout, c'était... Il y a ça, puis c'est surtout très très proche de notre convention des Jeux de Roger qui devrait avoir lieu en mars. D'accord. Ouais. Peut-être un événement premier semestre, un événement deuxième semestre, à voir avec la présidence. Alors moi, je tiens à te féliciter, Arnaud, pour cet événement. A priori, moi, en tant que justement un peu représentant de la mouvance indé, anarchiste, machin truc, l'idée du concours de scénario me séduisait pas. Mais ce que je trouve énorme, c'est que ça a permis et ça a été l'occasion pour des jurés de se rassembler, de gens d'horizons très divers, et finalement de discuter de cela presque dans un cadre de conférence, de salon. Là, c'est dommage, on n'a qu'un retour finalement d'1 heure sur ces réflexions, mais il y a eu beaucoup de réflexions, et c'est bien que le jeu de rôle se dote d'une convention un peu think tank de ce point de vue-là. C'est vraiment super. Je te remercie, Arnaud. C'était le but. Merci en tout cas à vous tous pour y avoir participé. On a besoin effectivement nous aussi de réflexion à mon avis à ce niveau-là. On verra l'année prochaine, mais il n'y a pas de raison que ça ne se tienne pas l'année prochaine. Et de cette ouverture vers Patrick notamment, merci de ta participation à mon avis. Merci à vous et hasta la vista babies. Yes. Allez, on va dire au revoir à nos auditeurs. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir. À bientôt. Allez, au ciao. Ciao.